Bonsoir, merci à tous d'être venus un dimanche pluvieux. Donc c'est très bien, il paraît que c'est le temps pour venir au cinéma. Donc merci à vous d'être venus. Eric qui est mon associé producteur, donc moi Jordan je suis le producteur aussi. Et Mika qui est le premier assistant qui représente le réalisateur puisque Mathieu Ferry était à Arras hier soir au festival à la première avant-première française. Et donc il y était aussi. Il était Mika là? Ah non? Ah bah voilà, bon, bah, il a choisi Orléans. Donc déjà, on peut l'applaudir parce qu'il a choisi Orléans. Voilà. Donc à la fin du film, il y aura une demi-heure de questions-réponses pour ceux qui veulent et pour ceux qui se demandent justement ce que c'est qu'un premier assistant pour lui poser la question. Et puis Eric et moi, on tentera de répondre à vos questions si vous en avez. Voilà. Donc bon film. Si vous aimez, donc le film sort officiellement mercredi. C'est le troisième film de Mathieu Thury. Si vous aimez le film, eh ben vous en parlez parce qu'on a une semaine pour faire nos preuves. C'est-à-dire que si on fait beaucoup d'entrées, il nous garde en deuxième semaine. Et si vous n'aimez pas, vous envoyez tous vos ennemis, comme ça, on fera une deuxième semaine, ce sera parfait. D'accord? Merci et bon film. Mesdames, Messieurs, après avoir vu ce film de genre à la française, comme nous en avons, nous avons la chance d'accueillir l'équipe de Full Time qui a produit ce film, Jordan Saralier, Éric Gendarme et Monsieur Mickaël, voilà, c'est ça, auquel vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Je vous laisse. Vous avez un micro dans la salle ou... Alors moi j'ai un micro que je vais faire passer, mais juste si vous pourriez nous parler un peu de ce film. Bon, alors pour ceux qui ne savaient pas qu'il y avait un peu de science-fiction, ils ont été un peu surpris, mais voilà, il y a au moins 1h10. J'ai quelques copines dans la salle qui m'ont dit franchement, on vient pour toi parce que la science-fiction, c'est pas notre truc. Donc on va vous laisser parler juste. Et puis Mika va peut-être vous parler un petit peu du tournage avant qu'il y ait une question, mais juste pour vous dire qu'il y a. Alors un film comme ça, c'est 4 ans de travail. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez le scénario jusqu'au moment où on délivre le film, c'est 4 ans de boulot. Donc c'est énorme. Il y a 7 semaines de tournage, dont 5 semaines, vous avez vu dans la... Alors il y a les mines dans le Nord où on a tourné 15 jours, et puis 5 semaines où on a tourné dans une champignon en Île-de-France. Et il y a 75 à 80% d'humidité et 10 degrés en moyenne, hein, ouais. 10-12 degrés. Donc, alors ces deux-là, ils ont tourné les 5 semaines là-dedans. Moi, je venais les voir de temps en temps. Et en fait, toute l'équipe, je crois que toute l'équipe à la fin du tournage était malade, pratiquement. Tout le long du tournage. Ouais, tout le long du tournage. Trop d'humidité. Il a fallu aller se réchauffer au Maroc ensuite pour s'en sortir. 3 jours contre Oui. 7 semaines. Mais ça faisait du bien. Mika, si tu veux dire un petit mot du tournage, puisque tu étais dans le cœur du... Oui, bah, c'était un tournage qui était physique puisqu'on a voulu un film qui se tourne dans des décors réels. Il y a pas de, il y a un truc qu'on a tourné en studio, c'était l'ascenseur qui descend dans la mine, et ça c'était une demi-journée. Donc tout le reste après c'était des vrais décors, et on a voulu justement pour plus de réalisme aller dans des endroits qui sont chargés d'histoire justement. Donc on est allé tourner dans les bassins miniers dans le nord de la France, et à Wany, à Ramberg oui, Bruay-la-Bussière, voilà. Donc on a fait une semaine à Ramberg dans la vraie mine, enfin dans un vrai bassin minier, une semaine dans un musée de la mine, voilà, qui servait de formation en fait. À l'origine, il servait de formation pour les mineurs, et qui est devenu maintenant un musée de la mine. Et puis après, donc 5 semaines, comme tu le disais, 5 semaines dans une champignonnière dans le nord de Paris, pour aller chercher justement le côté calcaire, et qui casse totalement avec le côté charbon qu'on pouvait avoir au début du film. Et puis après, donc dans une crypte, on est allé tourner dans une crypte à côté d'Angoulême. Voilà, qui est un monument qui se visite, et puis après donc oui, au Maroc, quelques jours au Maroc pour aller tourner toute l'introduction que vous avez pu voir. On a tourné dans les vrais décors du premier Germinal de Claude Berry. Toute la partie en 1856, c'était les vrais décors de Germinal qui étaient restés en état et qui devaient être détruits, et qui en fait sont restés. Je crois qu'il y a une partie qui est restée, non? Tout, et une petite partie qui est restée, ouais. Parce qu'après, ouais, comme c'était des décors en carton-pâte, quoi, voilà, donc du coup, ils ont tout dégagé, quoi. Voilà. Et puis surtout, on a une petite pensée pour les Marocains, pour nos amis marocains, parce que là où on a tourné, c'était un endroit où il y avait vraiment comment ça s'appelle, des sélections qui étaient organisées à l'époque.
Et c'est un décor qui était à côté de l'épicentre, dans la classe, qui était à côté de l'épicentre de là où il y a eu les tremblements de terre il y a quelques mois. Et il ne reste plus rien, en fait, tout le village a été entièrement rasé par le tremblement de terre, donc voilà. Et on avait voilà, donc on a une petite pensée pour eux. Voilà. Et si tu peux, juste avant de prendre la première question, expliquer un peu le rôle du premier assistant. Ah bah oui, alors le premier assistant, c'est la personne qui s'occupe au moment du tournage de faire en sorte que la vision du réalisateur puisse se concrétiser, on va dire, en quelque sorte, c'est-à-dire à partir du scénario qui est écrit, on va récupérer tout le scénario pour le transformer en données, en quelque sorte, pour l'ensemble de l'équipe technique, et puis après, donc, à partir de ça, on va transformer tout ça en un plan de travail, c'est-à-dire qu'on va organiser les journées et on va faire en sorte que tel jour à telle heure, on ait tout ce qu'il faut pour pouvoir tourner les séquences demandées. Voilà, donc c'est un rôle de coordinateur d'équipe, on va dire, pour veiller à ce que la vision du réalisateur soit possible. Voilà. Voilà, c'est un des plus gros rôles sur le tournage, puisque le réalisateur, lui, gère tous les comédiens, et puis après les plans. Voilà. Donc si vous avez des questions, allez-y. Bonsoir. J'imagine que vous avez eu plusieurs possibilités de lieux de tournage sur les différentes scènes. Comment s'est fait l'arbitrage pour choisir l'un par rapport à l'autre et est-ce que vous avez eu des choix aussi larges en fonction des emplacements? Donc des lieux, le Nord, le Maroc, etc. Est-ce qu'il y en a qui ont été plus faciles à choisir que d'autres? Large oui et non. Alors on a fait une petite entaille à ce qu'il fait dans ce métier normalement. On écrit un scénario, on cherche les décors après. Quand Mathieu, nous c'est notre troisième film avec Mathieu, quand Mathieu a eu l'idée de ce film, on lui a vendu les décors avant. C'est-à-dire qu'on est allé, avant qu'il écrive, c'est-à-dire qu'on est allé lui faire visiter le bassin minier dans le Nord, les 2-3 fosses qui étaient praticables encore et où on pouvait tourner. Et il a écrit en fonction, pareil, le décor de la champignonnière, de calcaire, c'est un décor dans lequel nous on avait déjà tourné un téléfilm il y a des années qu'on connaissait. On s'en rend pas compte comme ça, mais il y a 5 km de galerie. Donc en fait, quand on rentre là-dedans, on est perdu, complet. On a travaillé à la frontale, je crois qu'au record, on était 80 dans l'équipe. Il n'y a pas d'électricité, les talkies passent pas, vous pouvez vraiment vous perdre. Et du coup, on lui avait vendu ce décor et ça a été plus facile pour lui d'écrire même. Ça nous a évité de chercher. Et ensuite, dans le Nord, il y avait une mine, enfin, ce qui reste d'une mine, parce qu'il n'y a plus de mine en France, mais à Le Ward qui nous intéressait beaucoup, mais comme c'est un musée très fréquenté, on ne pouvait plus y tourner. Et on a tourné, donc, comme le disait Michael Awani, là, toutes les salles de machinerie, etc., à l'arrivée, etc. Et le reste dans une mine d'entraînement, là où les mineurs passaient leur CAP, BAP, etc., à l'époque. Donc on a trouvé les décors avant. Juste pour l'anecdote sur l'écriture, en fait, donc, le métier de producteur, c'est de faire rencontrer des distributeurs et des réalisateurs pour que le projet prenne. Et avant qu'on sorte un projet, il nous faut absolument un distributeur. Et en fait, on fait rencontrer un distributeur avec Mathieu Thury pour son film, enfin pour un de ses films, un de ses projets, et il pitch tous ses projets et il n'y en a aucun qui prend. Et donc le scénario était écrit, il n'y en a aucun qui prend. Et il pitch Gueule Noire, mais vraiment en 2 phrases, tiens, c'est des mineurs dans le Nord. Bon. Et le gars dit, ah ouais, ça c'est bien, le scénario il est écrit, il fait, ouais, pas de problème, ben, on vous l'envoie. Et on sort du rendez-vous et il se met à écrire, puisque c'était pas du tout écrit. Donc voilà, donc on lui a fait voir les décors et ça l'a un peu inspiré. Du coup, le mec l'a reçu 5 mois après. Hein. Voilà. Il ne fallait pas qu'il soit pressé. Voilà. C'est très long. Bonsoir. Je voulais juste savoir combien de temps cela vous a pris justement de recréer les décors. Donc on a bien compris que c'était dans des vraies mines, 80%, enfin même plus que ça. Hein. Mais les parties qui sont explosées, quand ils rentrent dans la crypte, toutes les parties décorées, et aussi combien de temps pour recréer cette créature, donc en réel, et puis un peu de SFX, j'imagine? Pas du tout. Pas du tout. D'effacement. Dans les rushs, la créature est très très drôle. On a eu jusqu'à 11 personnes pour l'animer derrière. Donc derrière, tu as des mecs en collant, noirs, très drôles, qui s'agitent pour bouger un bras, une jambe, un truc. C'est ça qu'on a effacé. Donc on a juste effacé, on n'a pas retravaillé la créature. On a juste effacé les gars. Pour la création des décors, je crois qu'ils ont eu 16 semaines.
la déco pour adapter en fait les décors naturels qu'on trouvait, les portes, la création, les prisons, les squelettes. Il y a quand même, faut rendre hommage aux petites mains des films. C'est les noms que vous lisez pas vraiment à la fin qui passent. Voilà, il y a des mecs, c'est 7 personnes qui ont décoré 150 squelettes pendant 2 semaines, quoi. Il faut penser qu'il y a une personne qui a passé son temps pour créer juste le carnet de Berthier. Voilà, donc elle a fait, c'est-à-dire que toutes les pages étaient filmables. D'ailleurs, on en a fait le générique. Voilà, juste pour ça, il y avait une personne qui s'occupait de faire toute la partie, tout ce truc-là. Et en double. Oui, en double, voilà. Pour qu'on puisse en avoir 2 au cas où. Voilà, mais c'est un énorme travail. Et puis surtout, c'est qu'à partir du moment où ils ont commencé à construire certaines choses, il y a des endroits qui étaient totalement construites de A à Z, genre le tunnel de la fin dans lequel on fait péter voilà, bah ça, en fait, c'était entièrement construit. Mais il a fallu juste qu'on ait les décors, qu'on se dise avec Mathieu, on aille dans les décors, on se dit, bah tiens, cette séquence, on la met dans tel endroit. Et à partir de là, après la déco, on se disait, bon, bah, allez, on prend les cotes, et il faut fermer un mur, il faut faire des inscriptions, il faut faire ci, il faut faire ça. Et à partir de là, ils ont commencé à travailler. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on avait le scénario, après on allait faire les premiers repérages, on s'est dit, bah, tiens, ça serait bien de rester pendant plusieurs jours enfermé dans le souterrain en se disant, bah, tiens, on va mettre ce décor-là ici, ce décor-là ici. Les gens de la déco avec la script, c'est la personne qui s'occupe de toute la continuité du film, puisqu'on tourne dans le désordre, donc après, il faut tout réagencer. En fait, la script, elle nous a fait un premier plan du décor en fonction de ce qui se passe dans l'histoire, en se disant, bah, tiens, à la fin de ce truc-là, ils partent au fond du tunnel. Donc ils vont au fond du tunnel à droite. Ok, ils vont à droite. Après, ils vont à gauche. Ils vont tout ça pour nous donner un vrai plan qui soit logique. Donc à partir de ça, la déco, elle a commencé à travailler après les endroits qu'il fallait boucher, les endroits qu'il fallait laisser ouverts et tout ça. Et donc on s'est retrouvé avec une map, avec une carte virtuelle de notre décor, où on s'est dit, bah tiens voilà, dans cette pièce-là, on peut aller que à droite, on peut aller que à gauche. Enfin voilà, c'était un énorme, un gros travail. En déco, c'était un énorme travail pour eux. Et c'était d'autant plus compliqué que, bah, comme on le disait, dans la champignière, par exemple, faisait 80% d'humidité à peu près. Et en fait, il n'y avait rien qui séchait en fait, à l'intérieur. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on faisait de la peinture, on remettait le doigt dessus au bout de 3 jours, bah, c'était encore liquide. Le tombeau, là par exemple, ils ont nettoyé tout le tombeau, ils ont peint tout le tombeau à l'intérieur du décor. Et en fait, le tombeau n'était jamais sec. Donc c'était du polystyrène, c'était plein de trucs, de la mousse polyuréthane et tout ça. Il n'y avait rien qui séchait en fait en permanence. Et tout était imbibé de flotte. C'était vraiment très très compliqué pour tout le monde. La grosse porte cylindrique et tout ça là, qui se referme et tout. C'est du polystyrène aussi, désolé, hein, c'est pas de la pierre. Mais c'était des trucs qui devenaient friables et qu'il fallait sans arrêt refaire, parce qu'il y avait tout le temps de la flotte qui s'incrustait à l'intérieur. Un vrai challenge pour l'équipe déco. Pour l'équipe déco, effectivement, et pour le docteur du coin après, parce que toute cette humidité, on l'a eu en eau aussi. Et puis voilà, donc non, c'était assez... Et puis pour le matériel aussi, j'imagine. Pareil, les optiques étaient embuées en permanence. Il y avait tout. Il a fallu qu'on trouve des solutions en permanence parce qu'on se retrouvait souvent avec du matériel qui ne pouvait pas fonctionner parce qu'il y avait trop d'humidité à l'intérieur. Voilà. Bah, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup pour votre film. J'aurais une question si on revient un petit peu sur l'histoire. Donc, je ne sais pas comment appeler ça, si on est sur une adaptation ou autre de l'univers de Lovecraft. Mais voilà, et du coup, quand on se frotte face à quelque chose comme ça, qui est une œuvre un petit peu immense quand même, comment est-ce qu'on... Parce que là, du coup, en final, c'est quelque chose qui n'était pas forcément vendu, que ce soit dans le synopsis ou autre. Donc, du coup, on est assez surpris d'être face à ça. Donc comment est-ce qu'on vend un film de science-fiction en France aujourd'hui, qui plus est un film dans l'univers de Lovecraft? Voilà, est-ce que c'est quelque chose qu'on met en avant, qu'on met pas en avant? Est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est... Alors c'est pas simple, c'est pas simple. Mathieu n'est pas là, il s'excuse, mais il aurait été plus à même que moi de vous répondre. Mais comme on a fait pas mal de ciné avec lui là, je commence à connaître ses réponses. Non, il a cherché comment ramener Lovecraft et tout cet univers-là dans l'univers, dans notre histoire française. Voilà, Lovecraft, c'est souvent un professeur qui creuse, qui trouve, il y a des personnages, il y a une aventure, il tombe sur une bête. Il pouvait faire ça en version moderne, dans les égouts à Paris. Bon, on s'en fout un peu. Et c'est comment faire, et c'est putain les mineurs.
On a une histoire, voilà, toute la France, le bassin minier, l'Est, vers Lyon, Saint-Étienne aussi, il y a des mines. Enfin voilà, on a une grande histoire. Et c'est dit, on va ramener du fantastique dans notre histoire française, ce qu'on pourrait faire plein de fois. On ne fait pas assez souvent. Ça n'a pas été facile à monter pour nous. C'est un film qui a été très, très, très dur en production à monter. L'arrivée de Samuel a beaucoup changé les choses quand c'était le premier choix de Mathieu. Samuel Le Bihan, on lui a demandé, il a dit oui. À partir du moment où il y a une tête d'affiche, c'est un petit peu plus facile. Ça reste un petit budget français, ce film. C'est pour ça qu'il a été très compliqué à faire. Et à partir du moment où la team était créée, tous ces acteurs-là, c'est allé un peu plus vite. Et ça s'est fait naturellement. On a eu des aides de région, on a eu des préachats de chaînes OCS et Amazon qui a suivi le film, ce qui est plutôt cool. Et voilà, Mathieu était content de ramener cet univers-là. Lovecraft, c'est un univers à Star Wars, donc il y a 1000 histoires à raconter là-dessus. On peut les piocher dedans. S'il y a des fans là-dedans, je pense qu'ils ont reconnu des choses, des petits détails. Voilà. Mais voilà, c'était son idée et je pense qu'il a fait le bon choix. Et pour l'anecdote, en fait, quand on va voir OCS et Amazon, ils nous refusent un peu le scénario parce qu'il n'y a que des hommes. Ils nous disent, vous êtes gentils, mais il n'y a que des hommes et c'est un vrai problème aujourd'hui. Et en fait, la chance qu'on a eue, c'est que Mathieu Turi, ses 2 premiers films, Hostile et Méandre, c'était 2 héroïnes. Donc, surtout Méandre, où il n'y avait qu'une seule actrice. Donc, et du coup, il n'y avait pas de misogynie là-dedans. Voilà. Donc, il a pu faire son film qu'avec des hommes. On va surtout expliquer que jusqu'au début du siècle, non mais avant il y avait des femmes et des enfants. En 1856, la première scène, vous en voyez. Dans les années 50, c'était fini. Femmes et enfants, c'était interdit. Donc il y a 2-3 infirmières, une secrétaire, mais on ne pouvait pas. Ouais, en fait, les femmes. Les femmes ne travaillaient qu'en surface. Ouais. Les enfants ne travaillaient plus dans les mines et les femmes ne travaillaient qu'en surface. Puisque en descendant, c'était je crois c'est en 1860 ou 70, je crois que ils ont arrêté de faire descendre des femmes dans les mines puisqu'elles se faisaient violer. Donc tout simplement, voilà. Donc comme c'était un problème, donc ils ont arrêté et puis les femmes travaillaient à la surface. Voilà. Donc la créature est une femme. Peut-être. Je sais pas. Mais c'est que en fait Mathieu s'est documenté pour faire son film à l'origine. C'est pour ça qu'il y a des hommes aussi à l'intérieur dans cette équipe-là. Et il s'était documenté sur les questions. C'est juste que les personnes qui ne savent pas cette histoire-là en fait ne peuvent pas comprendre, tout simplement. Bonsoir, merci. Quand je vois le casting, avec un petit budget, comment vous avez réussi à convaincre cette équipe? Parce qu'il y a des gens qui ont vraiment un CV de fou, il y en a qui sont des stars montantes, et là vous les embarquez dans cette aventure. Comment vous avez réussi ça? Alors, il faut savoir, je vais donner le micro à Eric après, mais il faut savoir que les acteurs vont d'abord sur un projet, donc on ne parle pas tout de suite argent en fait, c'est le projet qui les intéresse, c'est le scénario, et ensuite c'est la relation avec le réalisateur. C'est-à-dire que Mathieu Turi était à son 2e film, ça aurait peut-être pas été la même chose si ça avait été le premier, peut-être qu'il ne l'aurait pas suivi. Là c'était le 3e, donc il connaissait déjà son univers, et le réalisateur a su les embarquer. Après ça c'est notre boulot à nous, producteurs, de discuter avec les agents. Là, je vais repasser le micro. Oui, et puis au-delà de ça, c'est tout simplement, si vous voyez un peu les gueules qu'il y a là-haut, à part Samuel qui a déjà fait du genre, le Pacte des loups ou autre, les autres, c'est des contre-emplois. Bruno Sanchez, TF1, Comédie, Canal+, HPI. Thomas Oliveres, quand on l'a rencontré, il dit « Ah, j'en ai marre d'être un ado et de me prendre des gifles dans les films. Avec ma mèche, j'ai envie de faire un petit enfoiré. » Voilà. Je sais pas, Thomas Oliveres, c'est celui dans Intouchable qui plaque la gamine là et que Omar Sy lui met des claques. Donc voilà, c'est vraiment un contre-emploi. Ouais, et puis Edmond et tout ça. Enfin voilà, c'est vraiment un gros premier rôle. Le petit Spirou, enfin tous ces films-là. Là, on a dit voilà, tu vas être raciste, complètement con, un peu voleur. Il a dit bah, je signe où. Voilà, et il a signé pour sa mort. Voilà. Là, le coup de la tête arrachée que Mathieu lui a vendu, il a dit ça va être génial, je vais adorer. Il est claustro, il a peur, il a peur d'un tunnel. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui. Les acteurs, voilà, vous leur proposez un rôle différent, quelque chose de différent, ils sont contents de venir. Voilà. C'était pas gratuit quand même, hein, mais ils n'étaient pas. On a réussi à les mettre dans le film. Voilà.
fait, après les budgets, si c'est un film à 10 millions, voilà, ils prennent leur cachet en fonction du budget aussi. On arrive, alors je dis pas là, mais on pourrait tout à fait avoir un Samuel Le Bihan sur un court-métrage. Voilà, ça peut arriver, quoi. Après, c'est vraiment le projet. Mais après, surtout, c'est que ce genre de casting-là, en fait, on l'a pas habituellement dans ce type de film, justement, parce que on n'a pas les moyens de les avoir. En fait, quand on a un casting comme ça, il y a tout un truc qui suit derrière, c'est-à-dire il faut un peu de confort, il faut des loges, il faut que ça soit chauffé, voilà. Il y a plein de trucs comme ça. Et en fait, sauf que là, en fait, sur ce film-là, par exemple, on avait quasiment pas de chaise pour les comédiens, en fait. Donc les loges, quand on tournait dans la Champignonnière où on a tourné, juste pour sortir, pour aller aux toilettes, il fallait marcher 10 minutes, dans le noir. Donc il fallait marcher, et puis ça veut dire que donc on part pendant 10 minutes, on s'absente pendant 10 minutes, on fait ce qu'on a à faire, quand on doit revenir, c'est encore 10 minutes. Donc le temps de partir et de revenir, en fait, on a le temps de tourner une séquence. Donc la plupart du temps, les comédiens, on faisait en sorte de les garder avec nous le plus proche possible, mais ils ne sont pas habitués en fait à ce genre de truc-là. Donc il fallait créer aussi un esprit de groupe, les intéresser au film, parce que d'habitude quand un comédien il arrive, il tourne sa séquence, pof, il repart, dès qu'il a fini sa séquence, il repart, il va se mettre au chaud dans sa loge, et puis on le rappelle quand c'est à lui de tourner. Tandis que là, en fait, ils n'avaient pas la possibilité de partir, quoi. C'est pour la petite anecdote, quand Mathieu convainc Samuel de faire le film, il veut nous rencontrer, le producteur, on se voit à Cannes, parce qu'il avait joué là-bas, au soleil, il y a une table, il fait les gars, j'ai vu le script, j'ai 57 balais, j'en ai marre de souffrir, je suis pas là pour souffrir, j'ai mon petit confort à la télé, ça ira et tout, non, pas de problème. Pas de problème, il n'avait pas de loge, il avait un corps de ferme où il faisait moins 12, parce qu'en plus on a tourné ça en décembre, ce qui est cool. Donc quand on sortait de la grotte où il y avait 10 degrés, 85% d'humidité, on avait encore plus froid dehors. Donc voilà, c'était tournage vraiment éprouvant pour les comédiens, pour toute l'équipe. Mais nous on a des manteaux, on a des écharpes. On était couverts, tout ça, eux, ils étaient en t-shirt et tout ça. Donc voilà, c'était vraiment quompliqué pour eux. Avec la sueur sur le corps et tout ça en permanence. Donc, le sang qui colle, les raccords, ils ne peuvent pas se rhabiller, parce qu'ils ont le sang, les raccords, ça colle. Donc ils mettaient des petits parkas par-dessus entre deux prises, mais voilà, des fois c'est bon. Et en fait, juste avant le début du tournage, on s'est dit, on va leur mettre le nez dedans à un moment donné, parce qu'il faut qu'ils comprennent. Il ne faut pas que le premier jour, ils nous claquent entre les doigts, et qu'ils nous disent, non mais les gars, pas possible, je ne fais pas 8 semaines à l'intérieur. Donc, quelques semaines avant, on se dit, allez, on va tenter le tout pour le tout. On se fait des essais caméra dans la grotte directement, enfin dans la Champignonnière. On va à l'intérieur, on va voir comment réagit le matériel. Et puis, ça nous permet à nous aussi de voir un petit peu les derniers détails à régler avant le vrai tournage. Ça coûte du pognon, forcément, mais ça, c'est un truc qu'on fait habituellement sur les grosses productions. Mais là, on essaie de ne pas le faire parce que ça allait nous coûter beaucoup trop d'argent. Mais du coup, on y est allé quand même. On s'est dit, c'est vraiment primordial de voir comment tout le monde réagit. Et en fait, on a pris les comédiens avec nous et on est allé leur faire un petit tour de la Champignonnière. On leur a montré un petit peu les différents endroits. Il y avait des endroits où on tenait, qui étaient pas plus haut que 1 mètre, dans lesquels on a tourné. Quand il y a Samuel et Amir à la fin, là, Amir qui se fait tirer par les pieds, par exemple, on a fait une journée, il faisait 1 mètre de hauteur. Donc il y avait une petite voûte dans laquelle on pouvait se tenir droit, mais c'était un périmètre c'était 2 mètres de large, grand max, quoi. Voilà, donc on les a mis à l'intérieur, ils ont vu, ils ont compris que si jamais ils s'éloignaient quelque part, ils étaient perdus, et qu'il n'y avait pas de téléphone pour nous appeler au secours, quoi. On s'entendait pas, en fait. Dès qu'on s'éloignait un petit peu, le son passe pas, les talkies passent pas. Voilà, ils ont compris ça au début, ils ont eu très peur. Ils sont venus, on a fait le truc comme il fallait, tout ça. Et puis après, un comédien, c'est assez malin, parce qu'au bout de 2 semaines, en fait, ils ont compris qu'ils pouvaient s'échapper sans problème. Et ils ont compris la géographie du lieu, en fait. Donc de temps en temps, ils s'échappaient, ils allaient se mettre tranquille à l'abri dans un coin. Nous, on les cherchait de partout avec mes assistants, on se mettait à les chercher à la frontale, mais on ne les trouvait pas. Et puis après, ils revenaient comme des fleurs, et puis ils refaisaient leur séquence, quoi. Mathieu n'a pas eu beaucoup de refus de comédiens. En fait, ils ont tous adhéré au scénar. Et surtout, c'était une bande de potes après. Et en fait, heureusement, voilà, il n'y a pas de stars. Ils étaient tous à la même enseigne et c'était vraiment bien. Bonsoir. Alors moi, je me demandais, est-ce que les distributeurs, ils ont imposé des gros changements par rapport au scénario initial qu'on peut voir dans le film, du coup? Du tout. Rien du tout. Ok. Voilà. Non, mais voilà, on peut... Non, ils ont adhéré. Voilà. En fait, le distributeur, on en a besoin
vraiment en amont, on a vraiment besoin du distributeur, mais en fait, pendant tout le temps, il nous laisse tranquille et lui intervient qu'à la fin, quoi. Par contre, à la fin, il intervient bien sans nous. Donc là, par contre, nous, quand on donne notre avis, il nous dit non, non, mais vous êtes producteur, moi je suis distributeur, donc chacun son job. Bonsoir. Moi, c'est une toute petite question. Je me demandais, avant l'écriture, est-ce qu'il y avait c'était un désir que ce soit un film tiré vers l'épouvante? Est-ce que le genre était déjà bien défini ou c'était plus sur l'histoire et ensuite? Alors, moi, on est 3 associés dans Full Time. Eric, Thomas qui n'est pas là parce qu'il était à Arras hier, enfin Eric était là aussi, mais à Arras hier soir, mais voilà, fatigué, mais il est venu. On est 3 associés, j'en ai 2 qui pensent qu'au genre. Voilà. Alors j'essaie de les ramener à la comédie, au dessin animé, bon, j'essaie de les ramener à tout ça. C'est compliqué. Et le premier réal qu'on a, Mathieu Turi, avec qui ça se passait bien et avec qui on a fait les 2 premiers films, est fan de genre. Alors, bon, le 3e, il est parti encore dans le genre. Bon, promis, le 4e ou le 5e qu'on fera, il sera différent. Non ah oui, ça dépend dans quel... Ouais, les deux. Oubliez les 2 prochains qui risquent de partir, hein, c'est du genre. Non, mais en fait, c'est toujours complexe. Notre premier film, c'est un film de genre, qui a une toute petite sortie en France, mais qui a marché à l'international. Deuxième film de genre, qui a marchouillé en France, c'était le Covid, c'était une galère, il n'y a pas de séance du soir. Pour un film d'horreur, finir les séances à 17h, on oublie. Voilà, donc c'était compliqué. Et en fait, à partir du moment où vous avez fait un film de genre, tout le monde nous envoie des films de genre. On adore les comédies, j'ai envie de faire des comédies romantiques, j'ai envie de faire des comédies musicales, j'ai envie de faire des polars, on a envie de tout faire. Voilà. Ah non, on a toujours envie. Mais on vient vers nous quand même pour films de genre. Et quand celui-là, bien que ça a été dur, on l'a monté assez rapidement. Un projet, ça peut être vite 4-6 ans, 4-5 ans. Voilà, on a eu un go assez vite pour celui-là. C'est du genre, mais on aime ça. Voilà. Il faut savoir quand même qu'un film, un film comme ça, en budget, c'est à peu près 6 millions d'euros en fait. Et nous, on l'a tourné à 3,7 millions. Donc en fait, on est spécialisé pour faire des films, on va dire, avec moindre coût. Puis le genre, il faut savoir le faire en fait, tout simplement. C'est un savoir-faire que pas tout le monde ne peut avoir parce que la plupart des productions en France font effectivement de la comédie ou du polar ou des choses comme ça, mais ça après c'est des recettes totalement différentes. Et il faut savoir lire un scénario de genre, savoir lire entre les lignes de ce scénario-là, ça c'est compliqué. Et puis après, il faut savoir le faire, l'exécuter avec les bonnes personnes et tout ça, quoi. Donc des effets spéciaux, des effets directs, c'est assez galère. Messieurs, je voudrais juste savoir pour quelle raison vous avez tourné en plein automne, hiver, alors que ce serait plus simple de tourner en été. Des fois qu'il fasse un peu plus chaud partout. Alors, c'est valable pour tous les films, les talents. Les talents. Ils appelaient Samuel Le Béant, il dit moi j'ai d'octobre à décembre. Et après je fais du Alex Hugo, je fais de longs métrages, je fais un autre truc. Voilà. Et généralement, les films que vous voyez, vous avez l'habitude de voir s'il y a 2 têtes d'affiche. Vous calez sur ces 2 têtes d'affiche. S'il y avait d'autres acteurs choisis qui ne sont pas dispo, ils sautent et c'est d'autres personnes qui remplacent. Donc toujours, on ne choisit pas. On a eu des vrais problèmes avec Marc Rizzo qui avait beaucoup de tournages, je ne sais plus sur quoi. Et Bruno, il avait 4 films en même temps, le nôtre. Donc il vient tourner avec nous, le lendemain il n'est pas là, donc on fait une séquence sans lui, le surlendemain il revient, tu l'envoies à Lille, tu l'envoies à Marseille, je ne sais plus où il tournait, partout en France. Et donc des fois, voilà, c'est... Voilà. Donc les talents. Si vos 2 comédiens principaux, ils sont libres, ils vous disent on tourne en septembre-octobre, bah ouais, c'est comme ça. Oui, on aurait dû avoir, je peux le dire pour François, on aurait dû avoir François Berléand sur le film, et en fait on n'a jamais trouvé de date, la production et lui tournait tout le temps, et quand il était libre on n'était pas libre, et il était au théâtre tous les soirs, donc voilà, donc c'était très compliqué. C'était pour quel rôle? Celui de Philippe Torreton. Ouais. Ah oui, enfin, c'est pas qu'on a, parce que François est très bien, mais Philippe est très bien, et en plus un superbe acteur, c'était une prise à chaque fois. Alors lui c'est chirurgical, et en plus c'est un amour, donc c'est vraiment, enfin voilà, on rêve d'en refaire avec François aussi, Berléand, oui, c'est un amour aussi, mais on rêve de refaire un film avec Torreton parce que c'est vraiment un bon. Et puis de toute manière, dans la champignonnière, il faisait toujours la même température, donc que ce soit l'été ou l'hiver, c'était la même chose. Une dernière question d'être absolument.
donc maintenant, pour faire les sous, ou pour continuer à en parler, il vous faut combien d'entrées pour équilibrer votre budget? Le distributeur, nous, qui? Beaucoup. Trop. Non. Ce qu'on appelle le point mort, où tout le monde n'a pas fait d'argent mais est content, ça va être 300 000 entrées. Voilà. On fera la moitié, je pense. Avec tous ceux dans la salle, ils vont tous en parler déjà. Ouais, 300-400 000 autres entrées, on est au point mort. Et après, il faut savoir qu'un film, en fait, en France, il y a tellement de films qui sortent en France, il y a à peu près 300-350 films en France, que souvent les films restent 1 semaine ou 2 semaines. Donc c'est très très court. C'est pour ça que la première semaine est très importante. Et en fait, nous, on va avoir à peu près, je pense, 200 salles, parce que ça dépend aussi du nombre de copies que vous avez. Donc je pense qu'on sera autour de 200 salles. Un gros film est entre 8 et 900 salles. Voilà. Donc si on est à 200 salles, on existe. Il faut savoir que pour Hostile, on avait 2 salles. Pour Méandre, on avait 250 salles. Donc là, on va être autour des 200, 250, on espère. Et en fait, après, voilà, si la première semaine, on fait 70, 80 000 entrées, les cinémas garderont le film, et ainsi de suite. Voilà. Sachant que financièrement, la vie d'un film ne s'arrête pas à la salle. Il y a les ventes télé après, les ventes internationales, etc. On ne mise pas que sur la salle. Si les films français misaient que sur la salle, on aurait arrêté le cinéma depuis longtemps. En moyenne, les films français font moins de 40 000 entrées. Vous entendez parler souvent des films à 1 million, 1,2 million, 2 millions d'entrées et succès. Ça représente 25-30 films par an sur nos 300 films. Les 250 autres, la plupart, vous n'en entendez même pas parler. Voilà. Donc voilà, la vie d'un film ne s'arrête pas à la salle, même si c'est son but premier. Donc vous êtes nos meilleurs ambassadeurs pour la com. Voilà, merci à vous. Voilà. Ah. Bonsoir, bravo pour votre film. Je vais oser poser une question. Moi, je suis personne jusqu'à aujourd'hui. Enfin, je suis personne. J'ai écrit un scénario. Qu'est-ce que vous donnez comme conseil à quelqu'un qui a fait ça? Nous l'envoyer déjà. Comment on fait? On va vous donner le mail à la fin. C'est pas un film de genre. Non, mais vous avez parlé de comédie. en fait, en vrai, c'est le plus facile. C'est-à-dire que si vous nous le donnez, on va le lire. Si vous l'envoyez, c'est pas sûr qu'on le lise. Donc c'est mieux d'oser que voilà, parce que en fait on en reçoit. Enfin, il y a encore Eric et Thomas en reçoivent tous les jours et ils font le tri et ils m'envoient que ceux que je peux lire parce que j'ai moins de temps qu'eux là-dessus. Eux, ils sont à temps plein sur le cinéma. Moi, je fais un peu autre chose à côté. Et donc, ils me font le tri. Donc il va lire votre scénario et puis après. Alors, je mettrai en titre que j'ai un peu de valeur. Voilà, c'est tout. Non, mais en fait, pour tout le monde, il ne faut pas hésiter juste à l'envoyer à des maisons de production. Elles sont toutes partout disponibles, les coordonnées, vous les trouvez partout. Faut l'envoyer. C'est comme un éditeur. Il faut l'envoyer à des éditeurs jusqu'à ce que une personne ait un coup de cœur. Il ne faut pas hésiter à relancer, ce que n'osent pas des fois les jeunes. Ils envoient. Nous, on a un mec, en 2 secondes, je réponds, Paul. On a fait un film il y a 2 ans avec lui. Qui était direct sur OCS, qui s'appelait Pilote. Ça faisait 10 ans qu'il nous envoyait des scénarios. Qu'on lisait, on disait putain, c'est bien pourri, tiens, reprends-le. Et ça c'est vraiment de la merde. Putain, ça c'est mortel, mais ça vaut 100 millions de dollars, c'est Star Wars. Attends, ça on n'arrivera pas à le faire. Ça, si t'as pas du jardin, t'es mort. Et un jour, il nous envoie son film, un coup de cœur. Voilà, il nous renvoie un scénario, coup de cœur. Il faisait ça avec d'autres gens, hein, pas qu'avec nous. Coup de cœur, et on signe le scénario en 2 mois. 2 mois après, on l'envoie aux chaînes. 4 mois après, ils répondent, c'est exceptionnel. Hein. Et on tourne 3 mois après. Donc en 1 an, c'était bouclé. La moyenne, c'est 4 ans. Donc vous voyez, il y a des fois des... Donc il ne faut pas hésiter, je ne sais pas s'il y a des jeunes talents, auteurs, futurs réalisateurs, acteurs, comédiens, tout. Il faut envoyer des bandes démos, il faut envoyer des messages, il ne faut pas hésiter. Du coup, là, il rebosse sur un autre scénario qu'il nous a envoyé et où on le fait réécrire. Ça fait peut-être 1 an et qui est un polar, voilà. Et Mickaël, il en écrit un aussi, là, bientôt. C'est pas un film de genre, le tien? Non. Il n'y a pas de bête. Bon. Donc peut-être qu'un jour, on reviendra avec lui en réalisateur. Voilà. Et on a cette particularité chez Full Time, c'est que on lance... Mathieu Turi n'avait jamais fait de film, donc on a fait son premier film, et Paul Lucet n'avait jamais fait son premier film non plus. Et les 2 prochains, c'est pareil.
Voilà. On essaie de lancer aussi des réalisateurs, on essaie de lancer des comédiens, on essaie voilà, des scénaristes. Donc on essaie de donner la chance. Merci à vous, en tout cas. C'est nous qui vous remercions d'être venus pour cette prise de risque, ce super film. Et puis voilà, n'hésitez pas à partager. On vous applaudit très fort. Merci. À très bientôt.